Mon frère a jeté mon dîner par terre et a ri. Quelle sorte de pagaille dégoûtante est-ce cela? Essayais-tu de nous empoisonner? La pièce est devenue complètement silencieuse. J'ai levé mon thé, souri, et dit « Alors tu ferais mieux de demander qui l'a vraiment cuisiné. » Il s'est figé, sous le choc. Mon nom est Olivia Carter. J'ai 36 ans. Et la nuit où mon frère a insulté un dîner de famille, il n'avait aucune idée qu'il humiliait les 3 personnes qu'il avait préparées pour quelqu'un qu'elles aimaient. Nous nous étions réunis chez moi pour l'anniversaire de notre mère, et j'ai apporté un plat de pâtes au four à table. Mon frère m'a regardé le poser avec ce sourire narquois familier qu'il arborait chaque fois qu'il trouvait une nouvelle raison de me critiquer. Il a pris une bouchée, a cessé de mâcher et a recraché la nourriture dans son assiette. Puis il a poussé le plat de service de la table. Il a heurté le sol, projetant de la sauce sur le parquet. Une des filles près de la porte de la cuisine a eu un hoquet de surprise. Mon fils s'est figé à côté d'elle. Mon frère a ri et a demandé quelle sorte de plat dégoûtant j'avais servi. Il a même plaisanté en disant que j'essayais peut-être d'empoisonner la famille. Personne ne s'est joint à lui. Mon mari a commencé à se lever, mais j'ai levé une main et gardé les yeux sur mon frère. J'ai pris mon thé et lui ai dit qu'avant d'attaquer ma cuisine, il devrait demander qui avait réellement préparé le repas. Son sourire a disparu. Derrière moi, ces 2 filles adolescentes portaient des tabliers saupoudrés de farine, et mon fils tenait une fiche de recette manuscrite qui avait appartenu à leur défunt grand-père. Ils s'étaient entraînés pendant 2 semaines pour faire une surprise d'anniversaire à leur grand-mère. La fille aînée a regardé son père et a dit « C'est nous qui l'avons fait ». Son visage est devenu pâle, mais le mal était fait. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas commencé par des cris. Cela a commencé avec 3 adolescents réalisant ce que valaient ces louanges. Avant de vous raconter comment ce dîner a changé notre famille, dites-moi quel temps il fait là où vous êtes. Est-ce que cela correspond à votre humeur aujourd'hui? Le nom de mon frère était Grant Whitmore, et ce dîner n'était pas la première fois qu'il confondait la cruauté avec l'honnêteté. Grant avait toujours cru que la vie était un système de classement, et qu'il appartenait au sommet. Quand nous étions enfants, il comparait les bulletins scolaires, les cadeaux d'anniversaire, les amis, et même l'attention que nos parents nous accordaient. Si je gagnais un concours d'art, il rappelait à tout le monde que son équipe de baseball avait atteint les finales de l'État. Si je recevais les éloges d'un professeur, il demandait si le cours avait été facile. Rien ne pouvait simplement m'appartenir. Il devait le mesurer à quelque chose qu'il avait fait et s'assurer que tout le monde comprenait quelle réalisation comptait le plus. Notre père le qualifiait de compétitif. Notre mère l'appelait ambitieux. J'ai appris beaucoup plus tard que flatter une mauvaise habitude ne la rend pas inoffensive. Cela ne fait que donner à la personne la permission de continuer à l'utiliser. À l'âge adulte, Grant a transformé ce même besoin de supériorité en une personnalité. Il est devenu directeur régional des ventes pour une entreprise qui installait des systèmes de sécurité commerciaux. Il aimait le titre presque autant qu'il aimait mentionner son revenu. Lors des barbecues familiaux, il parlait d'objectifs trimestriels, de réunions de direction, de clients coûteux et d'hôtels avec des salons privés. Il faisait de chaque conversation une évaluation de performance. Mon travail était différent. Je gérais les propositions pour une firme d'ingénierie à Denver et travaillais à distance la plupart du temps. Je coordonnais les documents techniques, la tarification, les plannings, les examens juridiques et les présentations pour d'importantes soumissions d'infrastructures. Cela exigeait de la concentration, de l'organisation et de longues heures. Mais parce que je le faisais depuis un bureau à domicile, Grant le traitait comme si je passais mes journées à répondre nonchalamment à des courriels entre 2 lessives. Il qualifiait cela de flexible sur le même ton que les gens utilisent pour temporaire. Il a dit une fois à notre mère que j'avais de la chance que mon mari ait une vraie carrière. Nathan était urbaniste pour les services publics de la ville et n'avait jamais parlé de mon travail de cette façon. Il savait à quelle fréquence je travaillais tard et combien de responsabilités mon poste impliquait. Grant le savait aussi, mais l'admettre aurait ruiné l'histoire qu'il préférait. Ce qui était étrange, c'est qu'il avait régulièrement besoin des compétences qu'il prétendait insignifiantes. Il m'envoyait des présentations de vente avec des graphiques illisibles et me demandait de les arranger. Il transférait des courriels de clients le soir et voulait que je le fasse paraître plus professionnel. Il me demandait de réécrire des résumés analytiques, de corriger des budgets et d'organiser des propositions avant des réunions importantes. Ces demandes n'étaient jamais présentées comme des faveurs. Elles arrivaient comme des certitudes.
Peux-tu réparer ça ce soir? Rends ça plus présentable. J'en ai besoin avant 8 heures. Pendant des années, je l'ai aidé parce que cela semblait plus facile que de se disputer. Il me remerciait rarement. Quand une présentation se passait bien, il la décrivait comme le résultat de son leadership. Quand je demandais plus de temps, il plaisantait en disant que les télétravailleurs faisaient toujours semblant d'être occupés. Grant se comportait de la même manière avec tous ses proches. Sa femme, Rebecca, travaillait à plein temps comme superviseur des réclamations d'assurance, mais Grant parlait de son propre revenu comme de l'argent qui soutenait la famille. Rebecca gérait les rendez-vous médicaux, les horaires scolaires, les courses, les frais d'activité et la plupart du travail émotionnel au sein de leur foyer. Grant assistait aux événements lorsqu'ils offraient un public. Il adorait les cérémonies de remise de prix, les dîners de remise de diplômes et les collectes de fonds de l'école où d'autres parents pouvaient le voir. Les soirées ordinaires l'intéressaient moins. Sa fille aînée, Tessa, avait 16 ans et avait rejoint le club culinaire de l'école. Elle adorait expérimenter avec des recettes et parler d'étudier la gestion hôtelière. Un jour, Grant lui a dit que la cuisine était un passe-temps utile, mais pas une carrière sérieuse. Sa plus jeune fille, Lily, avait 14 ans et passait des heures à créer des illustrations numériques. Grant les appelait des dessins animés et demandait régulièrement quand elle prévoyait de faire quelque chose de productif. Les filles avaient de la nourriture, des vêtements, une maison confortable et tous les articles pratiques dont elles avaient besoin. Ce qui leur manquait, c'était l'assurance que leur père les écouterait sans transformer leurs intérêts en preuve d'échec. Avec le temps, elles ont cessé de lui montrer des choses. Tessa attendait qu'il quitte la pièce avant de discuter de son club. Lily fermait sa tablette dès qu'elle entendait sa voiture dans l'allée. Leur silence aurait dû l'avertir, mais Grant l'interprétait comme de la paix. Notre mère, Diane, vivait dans une maison de ville à environ 8 minutes de chez moi. Elle avait 69 ans, était indépendante et toujours capable de gérer sa vie, mais l'arthrite et des problèmes de tension artérielle rendaient certaines tâches plus difficiles. Je la conduisais à certains rendez-vous médicaux et l'aidais à comprendre les formulaires d'assurance. Nathan s'occupait des petites réparations. Grant aimait se présenter comme la personne qui prendrait les choses en main si quelque chose de grave arrivait. Pourtant, il oubliait souvent les rendez-vous auxquels il avait promis d'assister. Quand il venait, il passait généralement une partie du temps à expliquer ce que notre mère devrait changer dans ses finances, ses meubles, son régime alimentaire ou son service de télévision. Puis il partait avant que la vaisselle ne soit faite. Je l'ai couvert plus souvent que je ne veux l'admettre. Je disais à maman qu'il avait été retardé par le travail. Je récupérais les médicaments qu'il avait oubliés. Je terminais les papiers qu'il disait qu'il allait gérer. Je croyais que je la protégeais de la déception et que je protégeais la famille des conflits. Ce que je faisais en réalité, c'était protéger Grant des preuves qu'il pouvait décevoir les gens. Rebecca avait commencé à remarquer des problèmes similaires dans son entreprise. Quelques semaines avant le dîner d'anniversaire, elle a mentionné discrètement que Grant avait reçu un avertissement sur sa façon de parler aux jeunes employés. Il rejetait leurs idées lors des réunions, s'attribuait le mérite des bons résultats et blâmait les erreurs sur des personnes qui avaient peu d'autorité pour se défendre. Selon Grant, l'entreprise était devenue trop sensible. Selon Rebecca, son manager avait utilisé les mots « préoccupation répétée ». J'aurais dû comprendre alors que le schéma ne se limitait plus à notre famille. Grant avait construit toute sa vie sur la conviction qu'être la personne la plus bruyante dans une pièce faisait de lui la plus précieuse. Le dîner n'a pas créé les fissures dans sa vie. Il les a seulement rendues visibles. Une fois que ses filles l'ont vu détruire quelque chose qu'elles avaient fait avec amour, elles ne pouvaient plus prétendre que sa critique visait à les aider. Et une fois que j'ai vu leur visage, je ne pouvais plus prétendre que maintenir la paix était un acte de bonté. Après le dîner, Grant est entré dans le salon et a agi comme si rien de grave ne s'était passé. Il a dit à Nathan que le plat de service avait glissé, bien que tout le monde l'ait vu le pousser. Puis il a allumé un match de basket et s'attendait à ce qu'une conversation normale efface la scène. Dans la cuisine, Tessa, Lily et Caleb m'ont aidé à nettoyer la sauce sur le sol. Tessa a finalement murmuré qu'elle aurait dû utiliser moins d'ail. Elle fixait la nourriture ruinée comme si une seule erreur d'assaisonnement avait tout causé. Lily a demandé si les pâtes avaient vraiment été si horribles. Caleb leur a rappelé que leur conseiller culinaire avait aidé avec la recette et que Nathan l'avait goûté la veille. Le plat n'était pas parfait, mais il était bon et fait avec soin. J'ai dit aux filles que la réaction de leur père n'était pas une critique utile.
Un retour constructif explique ce qui peut être amélioré sans humilier la personne qui a essayé. Grant avait attaqué le repas parce qu'il croyait qu'il m'appartenait. Apprendre que ses filles l'avaient fait n'a pas créé la cruauté. Cela l'a exposé. Tessa a dit qu'elle voulait se retirer de la soirée du patrimoine familial. L'événement scolaire avait lieu dans 3 semaines et les élèves préparaient des recettes liées à des souvenirs de famille. Leur ziti au four provenait d'une fiche manuscrite qui avait appartenu à mon père. Il préparait ce plat pour les anniversaires avant de mourir. Caleb avait suggéré que les cousins le recréent pour leur grand-mère et Tessa s'était entraînée pendant 2 semaines. Maintenant, elle voulait jeter la recette. C'est à ce moment-là que j'ai compris les dommages plus profonds. Grant avait appris aux enfants qu'une seule réponse cruelle pouvait effacer des semaines d'efforts. Rebecca est entrée dans la cuisine et s'est excusée auprès d'eux. Elle a demandé à Grant de faire de même. Il s'est tenu à l'entrée et a dit qu'il ne savait pas qu'elle l'avait cuisiné. Rebecca lui a dit que c'était sans importance. Grant a affirmé que tout le monde transformait une blague en crise. Puis il m'a accusé d'avoir attendu pour révéler la vérité afin de pouvoir l'embarrasser. J'ai répondu que je ne l'avais pas forcé à recracher la nourriture ou à pousser le plat par terre. Il a marmonné que j'avais toujours besoin d'être la victime et est parti avec sa famille. Le lendemain matin, Rebecca a appelé. Grant avait passé le trajet du retour à insister sur le fait que les filles devaient s'endurcir car le monde ne protégerait pas leurs sentiments. Rebecca a admis qu'elle vérifiait souvent son humeur avant de lui montrer leurs travaux scolaires. Elles avaient appris à choisir le moment, le ton et le degré d'enthousiasme les plus sûrs. Elles ne développaient pas de la résilience. Elles apprenaient à le surveiller. Avec la permission de Rebecca, j'ai invité les filles à revenir cet après-midi-là. Nous n'avons pas discuté de la question de savoir si Grant était un mauvais père. Nous avons simplement cuisiné une autre fournée. Tessa a ajusté l'ail. Lily a redessiné la présentation de la recette. Caleb a fait une liste de contrôle. Quand elles ont goûté le plat fini, Tessa a souri et a décidé de participer finalement à la soirée du patrimoine familial. Ce jour-là, j'ai pris ma propre décision. J'arrêterai de réparer les erreurs de Grant avant que quiconque puisse les voir. Je ne l'ai pas annoncé ni envoyé de message de colère. J'ai simplement cessé de fournir un travail invisible. Quand il a envoyé un courriel de client à réécrire, j'ai dit que je n'étais pas disponible. Quand il a voulu une garde d'enfants de dernière minute pour un dîner d'affaires, j'ai dit que j'avais des projets. Quand il a oublié d'apporter les papiers d'impôt de maman, je lui ai dit de le contacter au lieu d'inventer une excuse. Je lui ai aussi demandé d'envoyer ses futures demandes par écrit. Il m'a immédiatement qualifié de froide. En 2 semaines, il a dit à maman que je punissais la famille pour une blague. Dans notre discussion de groupe familial élargi, il a posté des commentaires vagues sur les frères et sœurs jaloux et la loyauté. Je ne me suis pas défendu. Mon silence le frustrait plus qu'une dispute. Pendant ce temps, les adolescents s'entraînaient chez moi. Je les laissais résoudre leurs propres erreurs. Quand la sauce devenait trop épaisse, ils l'ajustaient. Quand Lily faisait une faute d'orthographe, elle redessinait la carte. Ils se sont améliorés parce que les erreurs étaient traitées comme faisant partie de l'apprentissage, pas comme une preuve d'échec. Les adultes prétendent souvent que la dureté prépare les enfants au monde. Le monde fournira suffisamment de rejets. La maison devrait leur apprendre à se rétablir, pas les convaincre qu'ils méritent la blessure. Vous êtes-vous déjà demandé si les mots que vous qualifiez d'honnêtes amènent un enfant à remettre en question sa propre valeur? Grant croyait que je montais ses filles contre lui. Je ne faisais que leur donner un endroit où leurs efforts pouvaient exister sans ridicule. Il supposait que mes limites étaient temporaires. Il ne comprenait pas que pour la première fois, les conséquences qui se dirigeaient vers lui arriveraient sans que je me tienne devant elles. 3 semaines plus tard, Grant a appris qu'il était pressenti pour un rôle de gestion régionale plus important, couvrant les équipes de vente du Colorado et du Wyoming. Il a discuté de l'augmentation de salaire, du véhicule de société et des conférences comme si la promotion lui appartenait déjà. Pour atteindre la dernière étape, il devait présenter un plan de croissance au cadre supérieur. Le dimanche soir, il m'a envoyé par courriel 64 diapositives remplies de chiffres incohérents, de graphiques surchargés et de textes copiés. Il a dit qu'il en avait besoin prête pour la direction pour mardi matin. J'ai répondu que je terminais une proposition de transport majeure et que je ne pouvais pas prendre un autre projet. Je lui ai donné les coordonnées d'un spécialiste des présentations qui travaillait contre rémunération.
Grant a appelé immédiatement et a dit qu'il ne paierait pas un étranger pour quelque chose que je pouvais faire en plusieurs heures. Je lui ai rappelé que ces heures faisaient partie de la profession qu'il tournait régulièrement en dérision. Il a énuméré les dîners qu'il avait payés et les cadeaux qu'il avait faits à Caleb comme si les gestes familiaux normaux achetaient un accès permanent à mon travail. Il a dit qu'une bonne sœur voudrait qu'il réussisse. Je lui ai dit qu'un directeur qualifié devrait être capable de préparer sa propre présentation ou d'engager de l'aide. Il a raccroché et a envoyé d'autres fichiers le lendemain. Je ne les ai pas ouverts. La soirée du patrimoine familial approchait en même temps. Rebecca le lui avait rappelé à plusieurs reprises, et il avait promis aux filles qu'il y assisterait. L'après-midi de l'événement, il m'a demandé de les récupérer, de les nourrir, de les emmener à l'école et de les ramener à la maison parce qu'un client l'avait invité dans un steakhouse cher. Rebecca devait travailler. J'ai dit que je pouvais emmener les filles parce que Caleb participait aussi. Mais je ne leur dirais pas que son dîner était inévitable. La promesse était la sienne, pas la mienne. Grant est arrivé avec près d'une heure de retard dans son plus beau costume, s'attendant à ce que tout le monde apprécie son apparition. Le gymnase était rempli de stands d'élèves, de mijoteuses, de fiches de recettes et de familles. Tessa, Lily et Caleb avaient décoré leur table avec la recette manuscrite de mon père et une photographie de lui en train de cuisiner. Leurs ziti au four avaient été sélectionnés pour la présentation finale. Une fois que Grant a remarqué la foule, il est devenu enthousiaste. Il a serré la main des parents, s'est présenté au principal et a décrit le plat comme une vieille tradition de la famille Whitmore. Quand les gens ont loué les élèves, il a dit qu'il avait toujours encouragé les compétences pratiques. Tessa l'a entendu mais n'a rien dit. Sur scène, Caleb a parlé de son grand-père et Lily a expliqué la présentation. Puis la coordinatrice a demandé à Tessa comment ses parents avaient réagi la première fois qu'elle avait servi le plat. Grant a souri depuis le premier rang, s'attendant à une histoire charmante. Tessa l'a regardé, puis a parlé calmement dans le microphone. Elle a dit que son père avait qualifié la nourriture de dégoûtante et l'avait jetée par terre avant d'apprendre qu'elle, sa sœur et son cousin l'avaient préparée. Le gymnase est devenu silencieux. Grant a eu un rire gêné et a dit que les familles plaisantaient parfois. Personne n'a ri avec lui. Tessa a ajouté que sa tante les avait encouragés à réessayer au lieu d'abandonner. Les adolescents ont remporté le prix du public pour leur niveau. Grant est parti avant les photos. Il a envoyé un texto à Rebecca disant qu'il avait été publiquement pris en embuscade. Elle a répondu qu'il avait été cité avec précision. Tessa m'a dit plus tard qu'elle n'avait pas prévu de l'exposer. Elle était simplement fatiguée de le protéger de la vérité. Les enfants protègent souvent la réputation d'un parent parce qu'ils craignent que l'honnêteté ne détruise la famille. Habituellement, c'est le comportement répété qui cause les dommages. La vérité ne fait que le révéler. Pendant la même période, Grant a commencé à faire pression sur maman pour qu'elle emprunte $35 000 sur sa maison de ville. Il l'a décrit comme un investissement à court terme, mais devenait impatient chaque fois qu'elle demandait des détails. Il disait qu'elle devrait lui faire confiance parce qu'il était le fils aîné. Maman m'a appelé parce qu'elle se sentait mal à l'aise. Je n'ai pas décidé pour elle. J'ai organisé une réunion avec un conseiller en retraite indépendant. Après avoir examiné les documents, le conseiller a expliqué que l'investissement était risqué et qu'emprunter sur la maison pourrait menacer la sécurité de maman. Le montant que Grant demandait dépassait également le coût de l'investissement. Interrogé, il a admis qu'il prévoyait d'utiliser la différence pour payer des dettes de carte de crédit. Son véhicule en leasing, son adhésion à un club, ses dîners avec des clients et les rénovations de sa maison n'étaient pas des signes de stabilité. Ils devenaient des dépenses qu'il ne pouvait pas supporter. Maman a refusé le prêt. Grant m'a accusé de l'effrayer et d'essayer de contrôler sa succession. Maman lui a dit que la décision était la sienne. Il a répondu que je l'avais monté contre lui. C'était la même défense qu'il utilisait chaque fois que quelqu'un agissait de manière indépendante. Ricanement après la soirée du patrimoine familial, cela ne fonctionnait plus. Rebecca a cessé d'arrondir les angles de son comportement. Ses filles ont cessé de cacher leur déception. Maman a cessé de confondre confiance et expertise. J'ai cessé de polir l'image professionnelle qu'il utilisait pour prouver qu'il était supérieur. Grant a dit que la famille avait changé. Il avait raison. Personne n'avait changé parce que je leur en avais donné l'ordre. Ils ont changé parce qu'ils ont enfin comparé ses paroles à ses actions. Le matin après la soirée du patrimoine familial,
Grant a exigé que Rebecca oblige les filles à s'excuser de l'avoir embarrassée. Elle a demandé quelle partie de la déclaration de Tessa était fausse. Il a dit que la vérité n'était pas le problème et que les problèmes familiaux devaient rester privés. Rebecca lui a rappelé qu'il avait rendu l'incident public en humiliant les enfants lors du dîner d'anniversaire. Grant a répondu qu'il avait cru que j'avais cuisiné le plat, comme si m'insulter aurait rendu cela acceptable. Rebecca m'a dit plus tard que cette réponse avait mis fin à quelque chose en elle. Pendant des années, elle avait mis sa dureté sur le compte du stress. Maintenant, elle comprenait qu'il savait exactement ce qu'il avait fait. Il croyait simplement que certaines personnes étaient des cibles acceptables. Elle lui a demandé de s'excuser correctement en nommant l'action et en reconnaissant le tort sans excuse. Grant a rassemblé la famille et a dit qu'il était désolé que tout le monde ait mal compris sa blague. Tessa est partie. Lily a suivi. 2 jours plus tard, Rebecca a demandé une séparation de corps. Elle avait déjà contacté un conseiller et pris des dispositions temporaires. Grant a déménagé dans un appartement meublé près du travail. Les filles sont restées avec Rebecca et ont assisté à des dîners prévus avec lui, mais elles étaient autorisées à refuser des visites supplémentaires s'il les critiquait ou les interrogeait à mon sujet. Grant a dit aux parents que Rebecca était devenue instable. À ce moment-là, la plupart avaient appris à ne pas accepter sa version sans poser de questions. Sa présentation pour la promotion a également échoué. Plusieurs chiffres de revenus contredisaient les rapports de l'entreprise. Son plan de dotation ignorait les coûts de formation, et un graphique contenait des données du mauvais trimestre. Lorsque les cadres l'ont interrogé, il a blâmé une jeune analyste. L'analyste a produit des courriels prouvant qu'elle l'avait averti des erreurs et avait demandé la permission de les corriger. Grant avait rejeté ses préoccupations. Son manager a examiné ses messages ainsi que les plaintes précédentes. Grant a été retiré de la course à la promotion. Il a été placé sous un plan de performance formel et a perdu le bonus de gestion qu'il attendait. Son entreprise ne savait rien de notre drame familial. Les conséquences professionnelles découlaient des mêmes habitudes qui nuisaient à sa vie de famille. Il ignorait les personnes ayant moins d'autorité, s'attribuait le mérite du succès et blâmait les employés plus faibles pour les échecs. Grant m'a appelé et m'a demandé si j'étais heureuse. Il a dit que j'avais su que la présentation échouerait et que j'avais refusé de l'aider parce que je voulais qu'il soit humilié. Quand je lui ai demandé s'il avait vérifié les chiffres, il a dit qu'il faisait confiance à son équipe. Je lui ai rappelé que l'équipe l'avait prévenu. Puis il m'a dit que j'aurais pu tout arranger. Cette phrase a révélé la croyance qui soutenait toute sa vie. Tout ce qu'il négligeait n'avait pas d'importance parce que quelqu'un d'autre pouvait le réparer. Toute promesse qu'il rompait pouvait être tenue par quelqu'un d'autre. Je lui ai dit qu'un rôle de direction ne pouvait pas dépendre de sa jeune sœur complétant secrètement son travail. Il m'a traité d'égoïste et a raccroché. Une semaine plus tard, Grant a assisté à une thérapie familiale parce que Rebecca avait fait de la participation une condition pour discuter de la réconciliation. Le conseiller a demandé comment était la maison avant la séparation. Rebecca a dit tendue. Lily a dit imprévisible. Tessa a dit performative. Elle a expliqué que Grant valorisait les réalisations qu'il pouvait mentionner publiquement mais se souciait rarement du processus ou de ses sentiments. Si elle gagnait, il le photographiait. Si elle avait des difficultés, il lui faisait la leçon. Lily a admis qu'elle supprimait des dessins avant de les lui montrer car elle craignait qu'il ne les qualifie d'inutiles. Grant a soutenu qu'il les préparait à un monde compétitif. Le conseiller a demandé si sa méthode avait rendu les filles plus fortes ou leur avait simplement appris à se cacher. Il n'a pas eu de réponse. Il m'a reproché de leur avoir donné un endroit pour se plaindre. Le conseiller a demandé si leurs sentiments existaient avant qu'elle ne me parle. Encore une fois, il a évité de répondre. Rebecca a prolongé la séparation. Elle voulait qu'il commence une thérapie individuelle, respecte les intérêts des filles et cesse de traiter chaque limite comme une attaque. Au lieu de contacter un thérapeute, Grant a appelé maman et m'a blâmé pour l'effondrement de sa famille. Il a de nouveau demandé de l'argent car la perte du bonus avait créé une urgence. Maman a proposé de l'aider à établir un budget ou de payer directement la thérapie. Il a rejeté les 2 options. Il voulait de l'argent sans condition et du soutien sans responsabilité. Maman a refusé. Grant a alors exigé une réunion de famille complète pour pouvoir exposer la vérité. Rebecca a accepté parce qu'elle voulait des limites claires. Maman a accepté parce qu'elle était fatiguée des accusations privées.
Nathan a accepté de me soutenir. Grant a préparé des captures d'écran et des messages comme s'il montait un dossier commercial. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que les personnes présentes n'avaient plus besoin de moi pour interpréter leurs expériences. Rebecca avait pris sa propre décision. Maman avait consulté son propre conseiller. Ses filles avaient parlé de leur propre voix. Son employeur avait examiné ses propres courriels. Est-il déjà trop tard pour réparer une relation lorsque les personnes que vous aimez cessent de se disputer et choisissent simplement la distance? Grant est entré dans la réunion convaincu que j'avais volé sa vie. Il en repartirait en comprenant à quel point cette vie avait été maintenue par des personnes qu'il traitait comme moins importantes. La réunion a eu lieu dans la maison de ville de maman un samedi après-midi. Les filles n'y ont pas assisté car Rebecca et moi étions d'accord qu'elles ne devaient pas être placées dans une pièce où des adultes débattaient de leurs sentiments. Grant est arrivé avec un dossier et l'expression contrôlée qu'il utilisait avant les réunions avec les clients. Nathan s'est assis à côté de moi. Rebecca s'est assise en face de Grant. Maman tenait une tasse de thé près de la fenêtre. Grant a commencé par décrire une campagne délibérée contre lui. Il m'a accusé d'influencer ses filles, d'interférer dans son mariage, de saboter sa promotion et de manipuler maman pour qu'elle refuse une aide financière. Il a montré des messages imprimés où j'avais refusé de modifier sa présentation, suggéré à maman de consulter un conseiller, et accepté de laisser les enfants s'entraîner à la recette chez moi. Il a traité des limites ordinaires comme la preuve d'une conspiration. Je l'ai laissé finir, puis j'ai posé une question. Qu'est-ce que je t'ai forcé à faire? J'ai demandé si je l'avais forcé à recracher la nourriture ou à pousser le plat de service par terre. Il a dit que j'avais attendu pour révéler qu'il avait cuisiné. Je lui ai rappelé qu'il avait choisi d'insulter le repas avant de demander. J'ai demandé si je l'avais forcé à arriver en retard à l'événement de l'école, à soumettre des chiffres incorrects, à ignorer les avertissements de son analyste, ou à faire pression sur maman pour de l'argent. Ricanement sa voix est devenue plus forte, mais il n'a jamais répondu directement. Rebecca lui a dit que je ne lui avais jamais conseillé de se séparer. Elle a pris cette décision après des années à absorber sa colère et à l'expliquer aux enfants. Grant a dit qu'elle répétait mon langage. Rebecca a répondu qu'il supposait toujours qu'une autre personne la contrôlait chaque fois qu'elle n'était pas d'accord avec lui. Maman a expliqué que le conseiller n'avait aucun lien avec moi. Elle a refusé le prêt parce qu'elle devait protéger sa retraite et sa santé. Grant a soutenu que la maison était censée rester dans la famille. Maman lui a rappelé que c'était toujours sa maison, pas un compte d'urgence pour ses dettes. Nathan a alors dit qu'il m'avait vu passer des années à éditer les documents de Grant après des journées de travail complètes, à réorganiser notre emploi du temps pour couvrir ses promesses non tenues et à écouter Grant se moquer des compétences dont il dépendait. Nathan a dit que je ne l'avais pas attaqué. J'avais cessé de le porter. Grant a demandé si j'étais fier. Je lui ai dit que je n'aimais pas voir son mariage endommagé ou ses filles avoir peur de parler. Je n'aimais pas voir maman s'inquiéter ou entendre que ses employés se sentaient rabaissés, mais je ne nuirais plus à ma famille pour qu'il puisse éviter ses responsabilités. Grant a dit que j'avais détruit sa vie en retirant mon soutien au pire moment. Je l'ai regardé et j'ai dit, je n'ai pas détruit ta vie, Grant. J'ai cessé de réparer les dégâts avant que tu ne sois forcé de les voir. Personne ne s'est empressé d'adoucir la vérité. Maman a alors annoncé qu'un conseiller indépendant gérerait son plan de retraite. Elle n'emprunterait pas d'argent pour l'un ou l'autre de ses enfants. Ses fonds médicaux et de logement resteraient protégés et des comptes d'éducation séparés avaient été créés pour les petits-enfants. Je restais son contact d'urgence médicale mais n'avais aucune autorité pour retirer de l'argent. L'arrangement protégeait maman tout en prouvant que je n'avais aucun accès à l'héritage que Grant m'accusait de rechercher. Rebecca a expliqué les conditions pour envisager une réconciliation. Grant avait besoin d'une thérapie individuelle, d'une thérapie familiale constante, d'une communication respectueuse avec les filles et de cesser d'utiliser l'argent, le statut et la critique comme moyen de contrôle. Il a demandé si le respect de ces conditions garantirait le retour de Rebecca. Elle a dit non. La thérapie n'était pas une transaction et le changement ne pouvait pas acheter le pardon. Cela ne pouvait que créer la possibilité de reconstruire la confiance. Grant nous a accusés d'avoir répété la réunion et de vouloir qu'il supplie. Personne ne lui avait demandé de supplier. Il a dit que nous le traitions comme un criminel. Maman a répondu que nous le traitions comme un adulte. Cela l'a arrêté. Il a regardé autour de lui et a réalisé que personne ne rivalisait avec lui. Nous refusions simplement de renoncer à notre propre réalité.
À la porte, il a demandé si j'avais considéré la pression sous laquelle il se trouvait. J'ai dit que j'y avais pensé de nombreuses fois. La pression peut expliquer pourquoi quelqu'un a des difficultés. Elle ne peut pas lui donner la permission permanente de blesser les gens. Grant est parti sans s'excuser, mais il n'a pas claqué la porte ni ne nous a menacés. Ce n'était pas une transformation, mais c'était le premier moment où le blâme n'a pas réussi à restaurer l'ancien arrangement. Il avait maintenant un choix. Il pouvait continuer à croire que 5 personnes indépendantes avaient conspiré contre lui, ou il pouvait se demander pourquoi toutes les 5 se sentaient plus en sécurité après s'être éloignées. Grant est resté silencieux pendant plusieurs semaines. Il n'a envoyé aucune accusation dans le groupe de discussion familiale et a cessé de demander de l'argent à maman ou de m'envoyer des documents de travail. Puis Rebecca m'a dit qu'il avait finalement pris rendez-vous pour une thérapie. C'est arrivé après que Tessa ait choisi de ne pas l'inviter à une démonstration culinaire parce qu'elle ne voulait pas passer la soirée à surveiller sa réaction. Rebecca ne l'a pas forcé à changer d'avis. Grant s'est mis en colère, mais personne n'a transformé cette colère en accès. 6 mois plus tard, il vivait toujours dans l'appartement meublé. Son entreprise l'a transféré de la gestion d'équipe régionale à un poste de vente individuelle. Il est resté employé mais supervisé moins de personnes et a perdu le bonus de direction. Il a rendu le véhicule de luxe en leasing, annulé son adhésion au club et commencé à rembourser ses cartes de crédit. Son thérapeute l'a encouragé à voir ces changements non pas comme une humiliation, mais comme une information. Son style de vie avait été conçu pour afficher le succès plutôt que pour créer la stabilité. La thérapie ne l'a pas changé du jour au lendemain. Il a manqué des rendez-vous, s'est disputé avec le conseiller, et est sorti une fois après qu'on lui ait demandé pourquoi le désaccord ressemblait à un manque de respect, mais il est revenu la semaine suivante. Rebecca a continué la séparation et a jugé ses progrès par la constance plutôt que par l'émotion. Grant avait toujours été capable de regret lorsque les conséquences faisaient mal. Le véritable test était de savoir s'il pouvait se comporter différemment lorsque personne ne menaçait de partir. Sa relation avec les filles s'est améliorée lentement. Au début, chaque conversation devenait encore un conseil. Quand Tessa mentionnait une recette, il discutait de sa commercialisation. Quand Lily décrivait un projet artistique, il demandait si cela pouvait mener à une bourse. Le conseiller lui a appris à demander « Veux-tu un retour ou veux-tu que j'écoute ?» Lily lui a finalement montré une affiche qu'elle avait conçue pour le département de théâtre de l'école. Grant a commencé à commenter la police. Il s'est arrêté et a demandé quelle réponse elle voulait. Elle a dit qu'elle voulait seulement qu'il la voie. Il lui a dit qu'il était content qu'elle la lui ait montrée. Ce n'était pas une réunion dramatique. C'était un père qui apprenait que l'attention n'exigeait pas le contrôle. Tessa l'a plus tard invité à un autre événement culinaire. Il est arrivé à l'heure, s'est assis à l'arrière et l'a félicité sans transformer l'accomplissement en une histoire sur lui-même. Ma relation avec Grant est restée distante. Un soir, il a envoyé des excuses précises. Il a admis qu'il avait méprisé ma carrière tout en comptant sur mes compétences, traité mon temps comme moins précieux parce que je travaillais à distance, et m'avait blâmé quand j'avais cessé de gérer ses responsabilités. Il n'a pas mentionné le stress ni exigé le pardon. Je lui ai dit que j'appréciais les excuses, mais que mes limites resteraient. Je ne modifierai pas de documents professionnels, ne couvrirai pas d'obligations de dernière minute, ni ne transmettrai de messages entre lui et le reste de la famille. Il a dit qu'il comprenait. Le temps montrerait s'il le faisait vraiment. Des excuses ne sont pas une clé qui ouvre automatiquement chaque porte que quelqu'un a endommagée. C'est seulement le premier signe qu'ils comprennent que la porte appartient à une autre personne. Maman est devenue plus calme après avoir organisé ses finances, ses fonds médicaux et les comptes d'éducation des petits-enfants étaient protégés. Rebecca a continué la thérapie et a commencé à rencontrer Grant pour un café une fois par semaine, mais n'a fait aucune promesse de réconciliation. Elle avait appris que la compassion et l'accès étaient des choses différentes. Pour l'anniversaire suivant de maman, les adolescents ont de nouveau fait des itis au four. Caleb a mis trop de fromage. Lily a oublié le basilic frais, et les bords ont plus bruni que prévu. Ils ont ri au lieu de paniquer. Grant était présent. Avant de prendre une bouchée, il les a remerciés d'avoir cuisiné. Personne ne l'a applaudi pour une décence élémentaire, et personne n'a prétendu que toutes les blessures avaient guéri. Mais les filles ne se sont pas crispées quand il a levé sa fourchette. Cela comptait. Avec le recul, je ne vois plus le premier dîner comme la nuit où notre famille s'est brisée.
C'était la nuit où nous avons cessé de qualifier de normal un schéma nuisible. Les limites n'ont pas détruit notre famille. Elles ont révélé quelle relation dépendait du fait qu'une personne reste silencieuse, disponible et facile à blâmer. Elles ont également créé un espace pour que des relations plus saines puissent commencer. Les adultes doivent comprendre que leurs paroles deviennent souvent la voix que les enfants portent en eux à l'âge adulte. Appeler constamment un enfant paresseux, peu pratique, faible ou pas assez bon ne le prépare pas à la vie. Cela lui apprend à se cacher, à se méfier de lui-même et à associer l'amour à l'évaluation. Les conseils peuvent être fermes, mais ils doivent rester respectueux et axés sur la croissance. L'humiliation n'est pas de l'éducation. La peur n'est pas de la discipline. Le contrôle n'est pas du leadership. Les connaissances précieuses ne viennent pas seulement de l'école. Les enfants apprennent aussi en regardant les adultes admettre leurs erreurs, respecter les limites, gérer l'argent de manière responsable, écouter avant de juger et accepter les conséquences sans blâmer quelqu'un de plus faible. Protéger un parent de toutes les conséquences peut sembler aimant, mais cela peut retarder la leçon dont cette personne a le plus besoin. Parfois, le soutien signifie prendre du recul et permettre à la réalité d'enseigner ce que le sauvetage sans fin n'a jamais pu faire. Grant n'a pas failli perdre sa famille à cause d'une assiette de pâtes. Il a failli les perdre parce qu'il traitait l'amour comme quelque chose que les autres lui devaient, quel que soit son comportement. Il n'a commencé à reconstruire que lorsqu'il a compris que les relations survivent par le respect, et non par le statut, l'argent ou la peur. Je n'ai pas gagné parce que mon frère a perdu une promotion ou a déménagé dans un appartement. J'ai gagné lorsque mon fils et mes nièces ont cessé de croire que l'humiliation était le prix de l'appartenance. Grant n'a été ni pardonné instantanément ni rejeté de manière permanente. Il a reçu quelque chose de plus honnête. Il a reçu l'opportunité de changer sans avoir le droit d'exiger que quiconque oublie. Avez-vous déjà dû cesser de protéger un membre de votre famille des conséquences de ses choix pour vous protéger, vous et les personnes que vous aimez? Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.